Eh bien, bonjour à tous. Je suis Grégoire Lemierre. Je travaille pour la société DEME Offshore, une entreprise belge basée à Anvers. Et j'ai eu depuis 3 ans la chance et l'honneur de diriger le projet d'installation des fondations du champ éolien de Saint-Nazaire. Donc transport et installation des fondations et également transport et installation de la sous-station électrique. Donc je vais vous présenter ce projet qui a été très spécial pour nous, très différent de ce qu'on a fait avant en termes d'installation de fondation, et qui finalement a été un succès important puisqu'on a réussi à installer toutes les fondations, donc au nombre de 80, dans le temps imparti. On a même fini en avance. Et avec le niveau de qualité attendu. Donc je vais commencer par vous présenter le contexte du projet. Donc le client est EDF, EDF et son partenaire Enbridge, donc la société Parc du Pont de Guérande. Les différents blocs qu'on voit là sont les différents packages du projet. DEME a été impliqué dans les 2 packages qui sont donc cerclés en vert. Donc dans les 2 cas, c'était des contrats EPCI, donc avec les études, le procurement, la fabrication et l'installation dans le premier cas des fondations et dans le deuxième cas de la sous-station électrique. Pour les fondations, on était associé en consortium avec Eiffage, qui était chargé de la fabrication des fondations. Et donc SDI, DEME, c'est le même groupe, SDI étant l'entité française. Dans le deuxième cas, pour la sous-station électrique, on était en consortium avec les chantiers de l'Atlantique. Donc les chantiers de l'Atlantique fabriquant la partie structurelle de la sous-station, la jacket et le topside. General Electric qui s'occupait de fournir et d'installer les équipements électriques. Et donc SDI, la filiale française de DEME, qui s'est occupée du transport et de l'installation en mer de la sous-station. Voilà. Et puis donc 3 autres packages dans lesquels DEME n'était pas impliqué, mais avec lesquels on a eu des interfaces importants. Donc le package turbine, le package câble et le package câble export avec RTE. Donc très rapidement, le contexte géographique du projet. Donc le champ éolien de Saint-Nazaire est situé un peu au large de l'embouchure de la Loire, à peu près au plus proche, à une 12aine de kilomètres de la côte bretonne. On a donc 80 fondations, puis 80 éoliennes qui sont maintenant en cours d'installation. Donc les fondations, enfin les positions séparées en 4 zones électriques, comme on peut voir sur ce schéma. Et donc les éoliennes qui sont en cours d'installation sont également de fourniture GE de puissance 6 MW, donc une puissance totale du champ éolien de 480 MW. Dans les grandes lignes, le planning du projet. Donc, alors, il y a eu une phase amont extrêmement longue sur ce projet, puisque la concession a été attribuée à EDF par l'État français en 2012. Et entre 2012 et 2019, il y a eu tout un tas de maturation, un peu technique, mais difficultés aussi juridiques pour faire démarrer ce projet. Et donc pour nous, ça a commencé avec un contrat de service qui a été en amont de la signature du contrat principal, dans laquelle on a commencé à faire des études au mois d'avril 2019, jusqu'à l'été 2019, où on a finalement eu un contrat signé avec une notice to proceed au début août 2019. Donc pour notre partie à nous, le schéma est divisé dans le scope DEME et scope Eiffage, notre partenaire. Donc nous, DEME, étions responsables du transport et de l'installation des fondations, donc des études d'installation.
au mois de août-septembre 2020, on a dû faire une campagne de dragage sur le site pour adapter les positions afin de pouvoir poser les jambes du bateau. On a travaillé pour l'installation avec une jack-up, donc un bateau qui permet de se poser sur le fond. Et les pieds du bateau, on va dire, ont une superficie qui doit être posée de façon relativement horizontale, faute de quoi on a de la distorsion induite dans les jambes et ça peut causer des dommages au système de jacking du bateau. Donc il a fallu finalement aplanir d'une certaine manière, niveler le fond de la mer avant de pouvoir faire les opérations de pose. Donc ça s'est passé à l'été 2020. Ensuite, au printemps 2020, on a mobilisé le bateau qui venait d'un autre projet. Les bateaux, nos bateaux finalement s'arrêtent peu de travailler. Ils sont occupés à peu près toute l'année avec des périodes de maintenance assez courtes. Donc une mobilisation au printemps et une campagne d'installation qui a commencé début mai 2021 pour se terminer fin mai de cette année. Donc on a installé la 80e fondation le 27 mai, donc vraiment très récemment. Donc parallèlement à ça, on a eu toutes les opérations de logistique des fondations. Les fondations étaient fabriquées en Belgique et en Hollande et étaient transportées donc par nos soins à partir du port de Rotterdam jusqu'au port de La Rochelle où on stockait les fondations avant de les installer sur site. Et puis donc pour notre partenaire Eiffage, il y a eu une phase assez longue de design des fondations, ensuite le procurement de l'acier et la fabrication des fondations en 2020-2021. Un mot assez rapidement sur l'installation de la sous-station. La sous-station, donc la première opération d'installation de la sous-station, c'est le pre-piling qui a été fait au mois d'avril 2021. On voit ici le gabarit d'installation des micropieux. On a 4 pieux, on appelle ça des micropieux par comparaison avec ceux des fondations qui font plus de 7 mètres de diamètre. Ceux-ci font à peu près 2 mètres de diamètre. Donc on fore le fond de la mer et on installe 4 pieux par-dessus lesquels viennent ensuite s'installer les pieds de la jaquette. Donc l'aspect intéressant, c'est que le template, enfin le gabarit que vous voyez là, donc qui est immergé, posé sur le fond de la mer pour pouvoir installer les pieux avec un anthrax très précis, qui correspondent donc aux jambes de la jaquette. On l'a réutilisé pour les 2 projets suivants, puisque depuis avril 2021, on a installé là au printemps, on a fait les opérations de pre-piling pour les projets de Courseulles et Fécamp. Donc c'est une optimisation intéressante puisque on a réussi, malgré que ce soit des techniques d'installation des pieux qui soient relativement différentes en termes de forage, de battage dans un des cas, on a pu réutiliser le même template. L'installation de la jaquette et du topside, donc de la sous-station, qui ont été effectuées en août l'année dernière. Donc la jaquette qu'on voit là, qui pèse à peu près 1300 tonnes, et le topside de 1300 tonnes, qui ont été installés finalement en 2 levages indépendants, assez rapides. C'est une opération qui a duré quelques jours, pour laquelle on n'a pas pu utiliser un bateau de notre flotte, puisqu'on n'avait pas de bateau suffisamment, avec une capacité suffisante disponible dans la flotte à ce moment-là. Donc on a affrété un bateau qui appartient au groupe Allseas, qui est le Pioneering Spirit, qui est un bateau très impressionnant, puisqu'il fait 360 mètres de long et je crois 110 mètres de large. Donc c'est une opération qui n'a pas duré très longtemps, mais qui n'est pas passée inaperçue sur l'eau. Maintenant, un zoom sur l'installation des fondations. Donc le sol sur le site de Saint-Nazaire et sur pas mal de sites en France finalement, et du sol rocheux pour la plupart des positions. Il y avait sur les 80 positions, il y avait 7 positions où on avait du sable et où on pouvait donc installer les pieux uniquement par battage, ce qu'on a fait depuis peut-être 20 ans maintenant, essentiellement en mer du Nord, où la mer du Nord, le fond de la mer du Nord, c'est essentiellement du sable et de la vase. Et donc on a toujours avant, pour les projets de type monopieux,
on a toujours installé uniquement par battage. C'est la première fois qu'on devait forer le fond de la mer pour installer des fondations. Donc voilà, un premier type de fondation, donc au nombre de 7 qui ont été uniquement par battage. Par contre, les 73 restantes, il nous a fallu forer le fond de la mer. Donc on a foré des trous de 7,60 m de diamètre, d'une profondeur d'environ 20 mètres en fonction des positions. Et pour les positions forées, finalement, il y a eu 2 types de positions. Celle où c'était uniquement de la roche, où on a fait uniquement du forage, puis de la cimentation, hein, la partie symbolisée en gris et la partie qui est scellée en fait dans le fond de la mer. Et d'autres positions qu'on appelle hybrides, où on avait d'abord une couche de roche de plusieurs mètres selon les cas, et ensuite une couche de sable. Donc dans ces cas-là, on forait et ensuite, une fois que le pieu était dans le trou, on faisait du battage comme dans le premier cas. Alors pour forer, je vais revenir un petit peu plus en détail sur la technique de forage et l'équipement de forage. On a foré à peu près 1300 mètres, donc de diamètre 7,60 m. On a donc excavé à peu près 50 000 mètres cubes de ces 73 positions, et on a dû utiliser une quantité de ciment assez considérable pour la cimentation, bien que la cimentation finalement ne soit que autour du monopieu, évidemment pas à l'intérieur. Le monopieu est creux, mais structurellement ça n'a aucun intérêt de remplir le monopieu. Mais donc malgré que ce ne soit que dans l'espace entre le trou et le pieu qu'on injecte du ciment, on a quand même utilisé à peu près 30 000 tonnes de ciment. Donc les difficultés principales qu'on avait peu ou pas rencontrées jusque-là dans nos précédents projets chez DEME, c'était d'abord les conditions de mer. Sur la façade atlantique, on a un phénomène de houle qu'on a peu en mer du Nord. En mer du Nord, on a des vagues assez hautes, mais des périodes de vagues, des longueurs de vagues qui sont finalement pas énormes. Et compte tenu de la longueur du bateau, si la vague est longue, le bateau monte et descend sur la vague. Et donc, on a un phénomène d'impact des jambes quand elles touchent le fond, du fait que le bateau monte et descend, ce qui n'est pas le cas quand les vagues sont courtes, compte tenu de la longueur du bateau. Le bateau a un mouvement vertical qui est beaucoup plus limité. Et donc, c'était la première difficulté, c'était de gérer ce phénomène de houle et de pouvoir se poser malgré la houle. Alors, on a observé que finalement, au-delà de 8 secondes de période, ça devient plus compliqué et on a des hauteurs de vagues qui sont plus limitées pour pouvoir se poser. Pour pallier un peu à cette situation-là, on a installé sous les jambes du bateau des amortisseurs que malheureusement on n'a pas pu utiliser à leur capacité. On a eu pas mal de soucis de mise au point, hein, puisque c'est du prototype tout ça, mais on a beaucoup appris sur ce projet-là et on pense que sur le prochain projet, on pourra utiliser ces amortisseurs qui nous permettront de nous poser avec des hauteurs de vagues et des périodes de vagues plus importantes. La deuxième innovation, la deuxième difficulté finalement, c'est la cimentation. Hein. On avait fait de la cimentation par le passé, mais sur des pieux de plus petite dimension, pour des jaquettes par exemple. Donc il a fallu développer une formule cimentaire spécifique pour les pieux de Saint-Nazaire. On a fait avec l'entreprise BASF qui maintenant est devenue MBS. Et évidemment, l'autre difficulté très conséquente, c'était de forer des trous de 7,60 m de diamètre dans le fond de la mer. Pour ça, on a conçu principalement 2 outils sur lesquels je vais revenir plus en détail, qui sont une sorte d'enceinte qui sert non seulement d'enceinte, mais aussi de protection contre les vagues, mais également de guide pour la machine de forage, et donc bien évidemment une machine de forage permettant de forer à 7,60 m de diamètre. Voilà, donc cette enceinte que vous voyez ici, qui est déployée sur le côté du navire d'installation, qu'on a appelé le MODIGA. Alors c'est un acronyme qui veut dire Monopile, Driving, or Drilling, Installation and Guiding Aid, quelque chose comme ça.
Donc qui permet de protéger la fondation du mouvement des vagues pendant l'installation. On avait un critère très important sur le projet Saint-Nazaire qui était de ne pas dépasser un mouvement de l'ordre du millimètre pendant le séchage du ciment. Ça, c'est un critère du standard DNV. Donc voilà, la première fonction de cette enceinte, c'est la protection contre les vagues. Et ensuite, c'est une sorte de couteau suisse, en fait, pour faire le forage. Donc c'est le guide de la machine de forage. Il y a à l'intérieur de ce Modiga une sorte de tube qui monte et qui descend avec un système hydraulique sur lequel est fixée la machine de forage en bas de ce tube. Et donc c'est ça qui donne l'avance à la machine de forage. Une fois que le trou est foré, on installe le pieu dans le trou. Donc on lève le pieu avec la grue du bateau, on installe le pieu dans le trou et ce Modiga donc, nous permet aussi avec des systèmes de rouleaux de centrer le pieu dans le trou et d'assurer une parfaite verticalité. Et également une orientation, puisque le pieu, on ne peut pas le mettre dans le sens qu'on veut, à cause des trous pour les câbles, donc il a une orientation particulière. Et puis, donc la dernière fonction, évidemment, c'est de cimenter. Donc le tube dont je vous parlais, qu'on appelle le liner, sur lequel était fixée la machine de forage, servait, pendant sa remontée, à cimenter la fondation. Vous avez ici une image de la machine de forage. Alors c'est un développement qui est vraiment intéressant parce que quand on a pris le problème au début, dans les années 2000, à partir de 2012, je pense qu'on discute avec la société Ehrenknecht depuis ces années-là pour développer cette machine. Ehrenknecht est un ou le leader mondial des tunneliers. Donc finalement, la machine de forage, c'est un tunnelier vertical. La difficulté pour Ehrenknecht, pour eux, le fait de forer, parce que la roche, c'est de la roche calcaire qui n'est pas très dure, ils n'avaient pas d'état d'âme sur le fait qu'ils arrivent à forer. Par contre, sur le fait qu'ils arrivent à faire remonter les débris de forage, ça c'était une autre paire de manches, puisque un tunnelier, en général, c'est horizontal, les débris de forage tombent le long de la tête de forage, et ensuite sont évacués, donc ils tombent par gravité, ils sont évacués par des convoyeurs vers l'arrière. Donc, dans ce cas-là, il y a eu un développement très, très important et assez long pour permettre l'aspiration des déchets et pour être sûr qu'on n'allait pas bloquer ça. Donc ça a été un bon partenariat parce que finalement, DEME, le métier d'origine de DEME, c'est le dragage. Depuis 20 ans, on fait d'autres choses, même on a commencé avant, mais donc on s'est associé avec Ehrenknecht et on a amené notre expertise sur l'aspiration des débris. Et la machine est équipée avec une pompe du même type que celle qu'on a sur nos grosses dragues. Voilà, et donc là on a une vue de ce système d'amortisseur qui équipe les jambes du navire l'Innovation. Très rapidement, parce que l'heure tourne, donc une vue de ce à quoi ressemblait Fondation, les principales dimensions, donc elles sont 5,90 m en haut, 7 mètres en bas. Donc dans le trou de 7,60 m, finalement on avait un espace de 30 cm au rayon entre le monopieu et le trou. Des longueurs entre 36 et 64 mètres, un poids entre 450 et 900 et quelques tonnes, ce qui finalement reste aujourd'hui des pieux pas très gros. On vient d'installer en Baltique un pieu de 2000 tonnes, pour vous donner une comparaison. Et donc une connexion parcellement avec le fond de la mer. Les pièces de transition qui sont rien de particulier finalement, deux types de pièces de transition selon les positions, certaines de 365 tonnes et d'autres 457 tonnes, qui ont été installées par le même navire l'Innovation, avec un certain nombre d'équipements et de plateformes à l'intérieur. On a choisi de travailler sur le port de La Rochelle, qui, malgré que le port était un peu plus loin que Saint-Nazaire,
La difficulté de Saint-Nazaire, c'est que le bateau, les jambes du bateau ne passent pas sous le pont, donc c'était compliqué de faire ça à Saint-Nazaire, éventuellement avec du stockage flottant, mais c'est pas le choix qui a été retenu. Et donc on s'est installé pour le port base sur le port de La Rochelle, où vous voyez donc là les fondations stockées. Donc on a installé des dunes de sable sur le port et on a voilà, occupé cette zone-là pendant à peu près 1 an et demi. Là vous voyez une image de la manutention des fondations par remorque multi-essieux. Et on a eu finalement une très bonne coopération avec les acteurs du port, avec le grand port maritime de La Rochelle et l'entreprise maritime Kuhn qui nous a fourni la main d'œuvre. Je vais y revenir après. Donc l'installation des fondations, voilà l'innovation, hein, où on voit là le bateau en position avec le Modiga déployé le long du bateau. Ce qui est intéressant à voir, c'est le bateau, au moment où il quitte le port, il est extrêmement chargé. C'est la première fois qu'on n'avait absolument plus de place sur le pont du bateau, compte tenu du fait qu'on avait plus d'équipement que sur les projets classiques où on fait que du battage, où on a finalement les structures support des fondations, un marteau, un outil pour suspendre les pieux, mais finalement ça s'arrête là, et puis quelques palonniers. Ici on avait en plus donc la machine le Modiga, la machine de forage et d'autres outils sur lesquels je vais revenir un peu plus en détail. Donc voilà le Modiga lui-même, hein, j'ai expliqué déjà les différentes fonctions. Donc c'est un outil qui est capable de se mettre vertical de façon autonome, hein, avec des pieds hydrauliques qui permettent de se niveler et de se mettre en position très précisément verticale. Et ici on voit ce qu'on appelle le gripper, qui est la pince en fait, qui une fois que le Modiga est posé dans la mer vient maintenir le Modiga solidaire du bateau. Donc on a opéré dans des profondeurs de 12 à 25 mètres. Il est possible que pour le prochain projet, il est même probable qu'on doive augmenter un peu la hauteur de cet outil pour travailler dans des profondeurs plus importante. Voilà, une vitesse de jacking, donc de transfert, de translation plutôt du liner à l'intérieur qui pouvait aller jusqu'à 12,5 mètres/heure, qui était très très au-delà de ce dont on avait besoin. Voilà. La machine de forage, dont j'ai parlé un peu en détail tout à l'heure, qui est capable donc de forer jusqu'à 7,70 m. Là, on forait à 7,60 m. Elle pourrait forer à des profondeurs bien supérieures à ce qu'on a eu, puisqu'elle pourrait aller jusqu'à 80 mètres de profondeur. Voilà. Et les débris de forage, la taille des débris de forage, ça allait de choses très fines évidemment, jusqu'à peu près 12 cm. Les tourets qui permettaient d'enrouler le gros tuyau noir qui permettait de pomper les débris de forage, ça a été un développement assez compliqué compte tenu de la dimension des équipements. Et la nappe de câbles de contrôle et d'hydraulique qui était quelque chose d'assez conséquent aussi et qui a été beaucoup de difficultés de mise au point. Une autre première sur ce projet-là, c'est la centrale de cimentation. On avait besoin d'une capacité, d'un débit, compte tenu des quantités de ciment qu'on injectait pour fixer la fondation. On avait besoin d'un débit vraiment conséquent et on a développé, en partenariat avec la société LDD en Angleterre, cette centrale à béton qui était donc installée sur le pont du bateau. Hein. L'ensemble de l'installation se faisait donc entièrement à partir de l'innovation. Cette centrale à béton était capable d'injecter jusqu'à 100 mètres cubeurs de béton, ce qui était ce dont on avait besoin pour finalement injecter suffisamment rapidement pour que le béton ne commence pas à prendre entre le début et la fin de l'injection.
Une difficulté importante du projet aussi, je vais y revenir après. Oui. L'outil qu'on voit là, c'est ce qu'on a appelé le Pile Fixation Tool. J'ai mentionné tout à l'heure on était limité à des mouvements très faibles de la fondation pendant le séchage du béton. Et donc on avait besoin de brider le pieu dans le trou. Et vous voyez ici des sortes de cylindres qui était installé, enfin, qui faisait partie du pieu lui-même. Et donc on installait pendant la mise en place du pieu un outil qui venait pousser sur ces éléments-là et qui permettait de brider le pieu dans le trou pendant le séchage. Un autre outil assez innovant aussi, c'est l'outil de connexion. En fait, pratiquement chacun des éléments qu'on avait à lever pendant l'installation avait sur le système d'élingage une partie femelle dans lequel venait rentrer cette partie mâle étant attachée au crochet de la grue, et ça nous permettait d'éviter d'avoir à installer des élingues très très lourdes, puisqu'on soulève des choses qui allaient jusqu'à 1200 tonnes, hein, qui est le poids du Modiga, et donc qui nous permettait d'accélérer assez considérablement les cycles d'installation. Voilà, donc ça c'est une vue du pont, donc qui est tellement finalement encombré qu'on a même dû installer des structures en porte-à-faux à l'extérieur du pont pour pouvoir mettre tout ce qu'on avait à mettre. On s'est beaucoup gratté la tête pendant la préparation pour arriver à tout mettre sur le bateau. Donc ça c'est une autre vue qui montre un peu l'encombrement du pont. Un élément qui était vraiment important aussi, c'est la logistique du ciment. Le bateau était tellement chargé qu'on ne pouvait pas mettre à bord du bateau, en partant du port, le ciment dont on avait besoin pour installer les 3 fondations qu'on prenait à chaque voyage. Et on ne pouvait mettre le ciment à bord qu'une fois que le Modiga était dans l'eau, parce que sans ça, on dépassait le payload autorisé pour le bateau. Et donc on a dû ravitailler en mer le ciment avec des gros sacs de 12 tonnes. Qu'on levait 4 par 4. Là, on voit les sacs suspendus à la grue. Donc, on ravitaillait avec un PSV qui intervenait en fait à chaque installation, entre chaque cycle de fondation. On profitait de la phase de forage où la grue principale n'est pas utilisée pour faire ces ravitaillements en temps masqué. On avait imaginé au départ de faire des ravitaillements avec des systèmes de transfert pneumatique, et on ne s'est pas lancé là-dedans. On nous a fortement déconseillé d'aller dans cette voie-là. Donc voilà, ce bateau, le Boa Subsea, nous a accompagnés pendant pratiquement toute l'installation du projet. Et il a permis également de faire ce qu'on appelle les travaux secondaires grâce à cette passerelle d'accès asservie au mouvement des vagues pour poser nos personnels sur les structures fixes. Hein, c'est ce qu'on voit sur le slide suivant. Voilà. Cet Ampleman qui permet de déposer les gens, le bateau, elle compense les mouvements du bateau et permettait également de soulever des charges d'1 tonne, ce qui nous a beaucoup aidé. Une activité de mesure du bruit aussi, qui a été assez importante, assez difficile. On avait des limites de bruit et des critères dans notre permis assez serrés. Et donc voilà, on a suivi ce bruit avec l'Alma Kappa, qui est un navire local. L'implication du tissu industriel local. On a utilisé, alors évidemment, nos principaux partenaires locaux ont été les ports, hein, le port de Saint-Nazaire pour toute la logistique du ciment, le port de La Rochelle pour la logistique des fondations, et puis un très grand nombre d'entreprises locales, hein, environ 200 entreprises, 200 PME avec lesquelles on a travaillé. Donc là, il y a quelques exemples. Hein, l'entreprise Charrier qui nous a installé les dunes de sable sur le port de La Rochelle. Évidemment, les manutentionnaires portuaires avec le personnel docker qui a joué un rôle important dans ce projet. Et donc là, on voit la zone de stockage du groupe maritime Kuhn à La Rochelle. Voilà, et ça conclut ma présentation. Merci de votre attention et je suis disponible pendant la journée, demain, si vous avez des questions. Je vais être sur le stand d'Aimé une partie de la journée. Merci beaucoup.